Dans cette capsule, nous allons nous intéresser à la spectroscopie RMN et plus particulièrement celle du proton. Alors RMN signifie résonance magnétique nucléaire, on parle de proton puisqu'on s'intéresse à l'atome d'hydrogène H1. Cette technique permet d'identifier les atomes d'hydrogène au sein d'une espèce chimique et d'obtenir des informations sur l'environnement. Alors le proton, lorsqu'il est soumis à un champ magnétique, va absorber des ondes électromagnétiques correspondant à sa fréquence de résonance. Le récepteur va déterminer les fréquences des ondes absorbées, et par le biais d'un enregistrement et d'un traitement mathématique, on va obtenir le spectre RMN. Voici un exemple. Alors on distingue l'axe des abscisses, qui est gradué par convention de la droite vers la gauche et qui correspond au déplacement chimique delta en ppm. Les valeurs sont comprises généralement entre 0 et 12. On a le signal de référence qui correspond à la molécule de tétraméthylsilane. Ce signal peut être absent du spectre RMN. Et ce qui nous intéresse le plus, ce sont les signaux correspondant au groupe de protons équivalents et les courbes d'intégration indiquant la proportion de protons équivalents. Alors on va voir tous ces éléments-là en détail, et on va commencer par le déplacement chimique delta. C'est une grandeur physique qui est sans unité, il dépend de la fréquence de résonance du proton. Le déplacement chimique va augmenter si les protons sont voisins d'un atome très électronégatif tel que l'oxygène ou l'azote. Vous avez les valeurs des déplacements chimiques sur les molécules. On observe exactement les mêmes phénomènes si les protons sont à proximité d'une double liaison carbone-carbone ou carbone-oxygène. Donc dès lors que le déplacement chimique sera très grand, on dira alors que le proton est déblindé, et inversement, s'il est faible, on dira que le proton est blindé. Passons maintenant au groupe de protons équivalents. Les protons ayant le même environnement au sein de la molécule sont dits équivalents, et l'ensemble des protons équivalents forment un seul et unique signal. Dans cette molécule, nous avons 4 groupes de protons équivalents. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 3 protons portés par ce carbone et ces 3 protons portés par cet autre atome de carbone ont exactement le même environnement. Donc ils forment un seul et unique groupe de protons. Vérifions au niveau des valeurs du déplacement chimique, vous voyez c'est exactement les mêmes valeurs. Donc maintenant on va passer au spectre d'une autre molécule, rien à voir avec celle-ci. On a 1, 2, 3 signaux, donc cela signifie qu'on aura 3 groupes de protons équivalents. Attention à ne surtout pas compter le signal de référence. Passons maintenant au nombre de pics dans un signal. Eh bien, il nous permet de connaître le nombre de protons non équivalents portés par les carbones voisins. On va utiliser la règle des n plus 1 uplets, et donc ça veut dire que si vous avez 2 protons voisins, eh bien ils vont former un triplet. Dans ce spectre-là, on a un singulé, donc pas de voisins, un quadruplé, donc 3 voisins, un triplet, donc 2 voisins. Maintenant, on va prendre l'exemple d'une autre molécule, rien à voir avec ce spectre. Ici, les 3 protons ont uniquement 2 voisins. Donc, 2 voisins, ça nous donne un triplet. Ces 2 protons-là ont 3 et 1 voisin, donc soit 4 voisins au total. Cela nous donnera un quintuplet. Ici, on arrive à un cas un peu particulier puisqu'on a un oxygène à proximité. Donc ce que vous devez retenir, c'est que les protons portés par un oxygène ou un azote donnent systématiquement un singulé, mais surtout, c'est que l'oxygène forme un écran au sein de la molécule. C'est-à-dire que ce proton-là ne peut pas voir celui-ci, et inversement. Donc ici, ce proton-là n'a que 2 plus 3, 5 voisins. Ça va former un sextuplet. Ces 3 protons-là ont uniquement un voisin, donc ça va former un doublet. Et ce proton-là n'a pas de voisin, donc ça va former un singulé. Allez, passons maintenant à la courbe d'intégration. Donc sa hauteur correspond au nombre de protons équivalents, enfin du moins c'est proportionnel au nombre de protons équivalents. Si je reprends ce spectre-là, on voit que le saut numéro 2 est 2 fois plus grand que le saut numéro 1, et le saut numéro 3 est 3 fois plus grand que le saut numéro 1. Ça implique que si je dis que ce signal est dû à un proton équivalent, obligatoirement ce signal est dû à 2 protons équivalents, et ce signal-là est dû à 3 protons équivalents. On peut également faire l'hypothèse que ce signal-là est dû à 2 protons équivalents, donc après ça nous passe à 4 et 6 pour les signaux 2 et 3. Voyons maintenant étape par étape comment exploiter le spectre RMN. On va commencer par trouver le nombre de groupes de protons équivalents. Notez que sur mon spectre, je n'ai pas le signal de référence. 3 signaux, donc 3 groupes de protons équivalents. Ensuite, on commence par utiliser la courbe d'intégration. Donc là, on mesure avec la règle les différentes hauteurs et on établit une relation mathématique. Ici, on a environ un H1 égale H3, et surtout, H3 est 1,5 fois plus grand que H2. De fait, je ne peux pas dire que le signal numéro 2 est dû à un proton, ce qui impliquerait que les signaux 1 et 3 sont dus à 1,5 protons, et ça c'est pas possible. Donc, le signal 2 est dû à 2 protons, et donc les signaux 1 et 3 sont dus à 3 protons. Étape numéro 3, on va étudier la multiplicité de chaque signal pour déterminer le nombre de protons voisins, en utilisant la règle des n plus 1 uplets. Donc ici, un singulé, pas de voisins, un quadruplé, 3 voisins, un triplé, 2 voisins.
On va concaténer toutes ces informations-là et on va utiliser la table des valeurs des déplacements chimiques qui vous sera fournie, que ce soit en classe ou le jour du bac. Et donc ici, on a les protons qui sont à proximité d'une fonction ester, mais du côté de l'oxygène. Ici, on a les protons qui sont à proximité d'une fonction ester, mais du côté du carbone. Et enfin, on a les protons en bout de chaîne carbonée. Si on concatène toutes ces informations-là, ces bouts de chaîne, eh bien on arrive au propanoate de méthyle. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à vous entraîner pour devenir des experts de l'étude d'un spectre RMN. À bientôt!